Bonjour et bienvenue à cette conférence scientifique. Je suis Jacinthe Dupuis, agente de planification, programmation et recherche dédiée au volet de transfert de connaissances pour la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche au CIS de Laval. Avant de commencer, quelques mots techniques. S'il vous plaît, vous assurez que votre micro est fermé pendant la présentation principale. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'espace de questions et réponses, l'espace de discussion, de conversation, ou encore lever la main. Une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Les questions seront reprises et les permissions de parler seront données à ce moment-là. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Lessard, doctorante en santé des populations à l'École interdisciplinaire des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Elle est également chargée de cours à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et responsable de l'évaluation participative à la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat entre les patients et le public du Centre de recherche du CHUM. Ses intérêts de recherche portent sur les soins palliatifs et le décès à domicile, selon l'approche des communautés compatissantes, bienveillantes, ainsi que sur l'influence du rapport à la mort sur les trajectoires du mourir contemporain. Ce midi, elle vient d'ailleurs nous présenter les résultats d'une recherche récente portant sur les soins palliatifs à domicile. Alors, Émilie, je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci sincèrement pour votre intérêt d'être présent en si grand nombre. J'en profite pour souhaiter bon appétit à ceux qui lunchent en m'écoutant. Donc, comme le disait Jacinthe, je vous présente aujourd'hui les résultats de ma recherche doctorale, qui est une recherche action en soins palliatifs à domicile. Je vais d'abord vous présenter brièvement l'étude, puis le contexte socio-culturel de la recherche, puis ensuite, je vais présenter une synthèse des résultats qui vont inclure des recommandations, puis aussi les actions qui ont été réalisées en cours de route ou qui sont toujours en cours. Donc, il y a peu d'études qualitatives qui explorent l'expérience des soins palliatifs à domicile dans une triple perspective, du point de vue des personnes âgées en fin de vie, des proches aidants endeuillés et des soignants en soins palliatifs à domicile. À ma connaissance, c'est une des premières recherches-actions participatives en soins palliatifs à domicile au Québec qui s'intéresse au vécu des personnes âgées en fin de vie. Donc, je vais vous donner un petit peu le contexte socio-culturel de la recherche. Je vais le faire quand même brièvement. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu le sens que peut prendre les expériences par rapport au contexte culturel québécois et plus largement occidental. Donc, la première moitié du 20e siècle, ça a été marqué par les grandes guerres. Et les grandes guerres ont permis notamment des grandes avancées technoscientifiques et médicales qui ont permis d'augmenter significativement l'espérance de vie, puis de diminuer la mortalité infantile. Et notamment, on a réussi à augmenter l'espérance de vie parce qu'on a réussi à transformer des maladies qui étaient autrefois mortelles en maladies chroniques, ce qui correspond à une transition épidémiologique des maladies infectieuses aux maladies chroniques. Des maladies comme le cancer qui va conférer un plus grand pouvoir de prédiction de la mort. Et ça va faire en sorte que ça va transformer notre rapport à la mort. Et au Québec, ça se distingue notamment par une perte marquée des repères religieux qui va être remplacée par les repères scientifiques. Aussi, les progrès, je parle toujours de la première moitié du 20e siècle, ça l'a conduit à la médicalisation de la mort. Surtout lorsqu'on a établi le critère de mort cérébrale en 1968, ce qui a eu pour effet un déplacement du lieu de décès qui était alors le domicile vers l'hôpital dans la période moderne. Et puis, la période moderne, elle est marquée également par la montée de l'individualisme au détriment, c'est-à-dire du collectif, ce qui va appeler des nouvelles façons de mourir, des nouvelles maladies, des nouvelles façons de mourir, puis des nouvelles façons de concevoir la mort. Ce contexte-là, ça l'a fait en sorte que ça l'a provoqué une rupture du lien social de la mort et du mourir en tant qu'événement collectif, ce qui va faire en sorte que ça va évacuer peu à peu la dimension communautaire du mourir. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va reléguer de plus en plus la mort et le mourir à la sphère privée et intime, ce qui à son tour va contribuer également au déni et au tabou de la mort. Donc, en réaction à ce contexte, on observe une résurgence envers la préférence du domicile comme lieu de décès dans la période contemporaine, parce que le domicile, ça représente un lieu de contrôle sur la trajectoire de fin de vie, puis c'est aussi un lieu qui valorise évidemment l'autonomie de la personne.
Pourquoi une recherche-action en soins palliatifs à domicile? Bien, dans le contexte socioculturel marqué par les transformations du rapport à la mort, du vieillissement de la population québécoise, il y a aussi une augmentation du nombre de décès qui va surpasser même le nombre de naissances d'ici 10 ans. En fait, on constate un écart important entre la préférence pour le domicile comme lieu de décès et le lieu de décès réel. Donc, je veux juste faire un petit lien ici là, entre le fait que les soins palliatifs, au départ, ils se sont développés en réaction à l'abandon des patients cancéreux pour qui les traitements ne fonctionnaient plus. Bien, aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie et les maladies chroniques, bien, les personnes âgées dont la santé et l'autonomie déclinent, bien, ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers un système qui va les maintenir dans un état de dépendance où leur autonomie décisionnelle est très peu valorisée et qui les condamne à une forme de mort sociale. Donc, l'actuelle pandémie de COVID-19, bien, ça l'a démontré que les institutions de soins ont failli à leur devoir de prendre soin des personnes âgées, puis les décès sont malheureusement survenus par milliers. Donc, dans ce contexte, bien, il y a fort à parier que la préférence pour le domicile comme lieu de décès elle va être de plus en plus marquée là, au fur et à mesure du vieillissement, notamment là, des baby boomers. Donc, pour ces raisons-là, les objectifs de la recherche-action sont d'explorer l'expérience des soins par la domicile selon la triple perspective, recenser les problèmes vécus pour développer des solutions afin de mieux soutenir la préférence pour le lieu de soins palliatifs et de décès. Juste mentionner que la préférence pour le lieu de soins palliatifs, ça peut être également ailleurs que le domicile. Donc, en ayant une meilleure compréhension de l'expérience des soins palliatifs à domicile, puis surtout les facteurs qui vont influencer le choix du lieu de soins et de décès, bien, c'est possible de proposer là, les solutions pratiques pour mieux soutenir la préférence des personnes concernées. La recherche part avec la promotion de la santé en fin de vie comme cadre théorique, puis comme je l'ai mentionné, c'est une recherche-action participative. La collecte de données elle a eu lieu dans un programme de soins palliatifs à domicile qui est offert dans un CLSC de la grande région de Montréal. Et les données ont été collectées là, entre avril 2018 et juin 2019 et incluent de l'observation participante, des entretiens avec des personnes âgées en fin de vie, des proches aidants endeuillés. Et il y a eu également des groupes de discussion avec l'équipe dédiée. Également, ce que moi j'ai appelé des groupes de discussion participatifs, il y en a eu un avec l'équipe et un avec les proches aidants endeuillés pour valider les catégories d'analyse, valider également là, les résultats préliminaires. Donc, ça a été, les résultats que je vous présente aujourd'hui, ça a été fait là, avec la collaboration des participants. Oui. Donc, si jamais vous avez des questions là, sur plus pointues, plus scientifiques là, sur les critères d'inclusion à l'étude, l'échantillonnage, bien, je vous invite à poser vos questions à la fin ou à communiquer là, avec moi par courriel là, si vous avez besoin de détails. Donc, il y a 12 personnes en fin de vie qui ont été directement soit observées dans l'observation participante et ou interviewées. Et puis, en plus de ces 12 personnes-là, j'ai recueilli 18 observations post-mortem, c'est-à-dire auprès des proches aidants endeuillés pour avoir des informations par rapport à la préférence justement sur le lieu de décès, le lieu de décès réel, etc. Donc, parmi ces 30 observations sur les personnes en fin de vie, on note que 16 personnes étaient des femmes, 14 étaient des hommes, la moyenne d'âge est de 72 ans. Pour ce qui est des 18 proches aidants endeuillés, 11 sont des femmes, 7 sont des hommes et la moyenne d'âge est de 65,6 ans. Les caractéristiques des membres de l'équipe dédiée demeurent confidentielles là, pour que je puisse préserver et garantir leur anonymat. Donc, l'analyse qualitative, c'est l'analyse des discours, des récits, des trajectoires de fin de vie, du vécu puis des expériences des participants. Et ça a permis de faire émerger 4 thèmes dans les données de recherche. Donc, les représentations socioculturelles des soins palliatifs, du mourir et de la mort. Le deuxième thème qui est l'expérience et aussi le troisième, l'organisation des soins palliatifs à domicile et finalement la communication.
Donc, je vais présenter une synthèse des résultats pour chacun des thèmes et je vais aussi indiquer les recommandations et les actions qui ont été effectuées là, en cours de route ou qui sont toujours en cours. S'il y a des aspects que je passe trop vite, on pourra y revenir là, à la période de questions. Donc, le premier thème qui est la représentation socioculturelle des soins palliatifs. En fait, c'est que l'expérience subjective des soins PAL à domicile, c'est façonné en grande partie par les représentations socioculturelles de la maladie, de la fin de vie et de la mort. Et ces représentations-là sont véhiculées par la culture et dans la culture, puis se situent au carrefour entre l'individu et le social. Et ce que ça fait, c'est que ça vient teinter l'expérience que les gens vont faire des soins palliatifs, la fin de vie et de la mort. Donc, dans l'étude, il y a 7 représentations socioculturelles des soins palliatifs qui ont émergé de l'analyse. Puis, on observe une homogénéité là, des représentations là, entre les 3 types de participants, là, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les proches aidants ou l'équipe dédiée. Donc, ça correspond de toute façon, grosso modo, aux mythes sur les soins palliatifs qui sont déjà connus. J'aimerais vous partager un résultat qui se distingue un petit peu plus. C'est la perception que les soins palliatifs à domicile ne sont pas de vrais soins palliatifs. Donc, pourquoi? D'abord, c'est parce que l'expérience des personnes en fin de vie et des proches aidants, ça ne correspondait pas à leur représentation qu'eux se faisaient des soins palliatifs. Donc, il y avait une espèce de dissonance entre l'image qui se faisait des soins palliatifs et l'expérience qui en faisait. La deuxième explication, elle est relative au sentiment de prise en charge des personnes en fin de vie et des proches aidants. C'est-à-dire que le domicile n'est pas perçu comme un lieu où il est possible d'avoir une prise en charge complète. Et ça s'explique notamment par le rôle du proche aidant auprès de la personne en fin de vie, mais aussi par la disponibilité des soins à domicile. Donc, pour illustrer l'effet des représentations socioculturelles sur l'expérience des proches aidants. On a Lucien, qui est un proche aidant qui est âgé de 80 ans, qui, lorsqu'il me racontait son expérience des soins palliatifs à domicile, il affirme « Rendu vers la fin, j'ai commandé un lit, on l'a installé ici. Puis ça n'a pas été long. Elle a utilisé une semaine avant de s'en aller aux vrais soins palliatifs. Lorsque je lui demande de préciser qu'est-ce qu'il entend par vrais soins palliatifs, il me répond « je veux dire, l'amener là-bas, là, je m'en occupais plus. » Dans ce sens-là. Donc, on peut voir comment que la représentation et l'expérience, il y a une certaine dissonance. Donc, ensuite, les représentations du mourir et de la mort, je vais passer un petit peu plus vite sur cet aspect-là, mais ils sont relatifs aux trames narratives de la bonne et de la mauvaise mort. Pour rappel, les critères de la bonne mort en Occident, ça renvoie au fait de contrôler, de connaître le moment de sa mort, d'être entouré de ses proches, de partir sans souffrance, partir en paix, faire ses adieux, puis transmettre ses dernières volontés. Donc, la trame narrative de la mauvaise mort, elle va se construire sur l'absence des critères de la bonne mort. Et puis, elle va se construire aussi la mauvaise mort. Il y a l'absence des critères de la bonne mort, mais aussi autour du tabou de la mort. Donc, le tabou, lui, s'exprime par des comportements puis des attitudes de déni, d'évitement et même de mépris de la mort. Le déni, l'évitement va se manifester par un refus de reconnaître la mort prochaine, le refus de discuter de la fin de vie et de la mort, l'incapacité à admettre l'étape des soins palliatifs et aussi par des comportements qui expriment la colère et l'agressivité. Donc, dans le discours des informateurs, il y avait vraiment une association entre le tabou de la mort et la mauvaise mort. Donc, pour ce qui est des recommandations du thème 1, je vais quand même passer rapidement puisque c'est quand même des recommandations qui s'inscrivent dans le contexte culturel québécois, donc qui sont peut-être moins pertinents s'il y a des utilisateurs de connaissances là, parmi vous. Mais j'ai quand même ajouté les ressources que je n'ai pas le temps de parler, sont tous ajoutées à la fin là, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Donc, la première recommandation, c'est de mobiliser les forces et les ressources provenant de différents milieux de soins palliatifs sur un territoire donné pour offrir des séances d'éducation au grand public sur les soins palliatifs et de fin de vie, incluant évidemment l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs à domicile. Ensuite, au niveau des actions qui ont été posées en cours de route,
Il y a l'infographie sur les mythes entourant les soins palliatifs qui a été produit par le Portail palliatif canadien, qui est maintenant distribué à tous les nouveaux usagers depuis juin dernier. Ensuite, je vais passer sur l'étiquetage. Il y a quand même eu un dilemme éthique entre est-ce qu'on l'étiquetage des documents de suivi, est-ce qu'on dit soins à domicile ou soins palliatifs à domicile? Je vais y revenir là, un peu plus tard pour vous démontrer le dilemme qui émerge de ça. Donc, le deuxième thème, qui est l'expérience des soins palliatifs à domicile, il y a 3 sous-thèmes qui ont émergé des trajectoires de fin de vie de décès pour rendre compte des expériences. Donc, les préférences et le choix du lieu de soins palliatifs et de décès, l'expérience, les expériences communes et les expériences divergentes des soins PAL à domicile. Donc, en ce qui concerne les préférences, c'est important de distinguer les préférences du domicile comme lieu de soins du domicile comme lieu de décès. Ce sont deux préférences qui vont pas, c'est pas la même préférence en fait. Évidemment, la préférence pour le domicile comme lieu de soins palliatifs parmi mes participants, c'était unanime, mais la préférence pour le lieu de décès, lui, variait selon la présence et l'intensité des symptômes, puis aussi selon le type de relation avec le proche aidant. C'est-à-dire, le fait que ce soit un époux, une épouse, un conjoint de fait ou un enfant, ça peut avoir une influence là, sur le choix du lieu de décès. Donc, je vous avais parlé des 18 observations que j'ai recueillies sur les personnes âgées en fin de vie. C'est-à-dire que sur ces 18-là, on connaît leurs préférences et on connaît également le lieu de décès réel. Donc, parmi ces 18 personnes-là, il y avait 9 personnes âgées en fin de vie qui avaient un médecin en soins palliatifs à domicile et qui avaient comme préférence le domicile. Parmi ces 9 personnes-là, il y en a 5 qui sont parvenus à décéder à domicile et les 4 autres sont décédés en CHSLD. Dans le cas des personnes qui sont décédées en CHSLD, il semble que l'âge, le sexe et le type de relation avec le proche aidant pourraient avoir une influence là, sur le lieu de décès. Donc, pour les 9 autres personnes en fin de vie qui n'avaient pas de médecin en soins palliatifs à domicile, il y en a 4 qui sont décédés au CHSLD, 2 dans une maison de soins palliatifs, une à domicile, une en unité de soins palliatifs à l'hôpital et une autre aux urgences à l'hôpital. Donc, il y a 3 aspects qui influencent le choix du lieu de décès du point de vue des personnes âgées en fin de vie et ça permet d'expliquer l'écart entre la préférence pour le lieu de décès et le lieu de décès réel. Ça permet d'expliquer l'écart dans le cadre de ma recherche. Ce n'est pas nécessairement généralisable à tout le monde. Donc, la première raison, c'est le sentiment d'être un fardeau, qui est associé exclusivement à l'anticipation de l'incapacité à se déplacer, puis à l'incontinence, d'où va émerger là, des enjeux de mobilité, de dignité. La deuxième raison, c'est des craintes relatives au soulagement de la douleur à domicile, la peur de ne pas être soulagé au bon moment, puis des craintes liées à la charge émotionnelle et psychologique d'un décès à domicile pour le conjoint survivant. Du point de vue des personnes, des proches aidants endeuillés, c'est l'accumulation de tâches difficiles, le sentiment d'être seul et de ne pas être à la hauteur des soins exigés. Ça va venir influencer le choix de lieu de soins palliatifs et de décès. Puis aussi, on observe une difficulté à accepter l'aide au bon moment, surtout pour les soins d'hygiène, et à accepter la transformation du domicile en lieu de soins au moment opportun. Donc, il y a 6 enjeux du maintien des soins palliatifs à domicile jusqu'au décès qui ont été identifiés par l'ensemble des participants. Donc, la gestion de symptômes complexes à domicile, l'architecture du domicile qui peut être favorable ou non à l'aménagement du domicile pour accueillir, par exemple, des équipements médicaux, la difficulté à reconnaître ce que j'appelle la fenêtre temporelle du mourir, le besoin d'informations sur le déroulement d'une fin de vie et d'un décès à domicile, évidemment, l'épuisement des aidants et les enjeux liés à la mobilité et à la dignité. Donc, on observe aussi des expériences divergentes selon le genre. Les attitudes de déni, de mépris de la mort ont été observées uniquement chez les hommes en fin de vie. Il y a 7 femmes proches aidantes sur 11 qui ont rapporté de plus grandes difficultés à gérer la souffrance des hommes en fin de vie. Et selon elles, ça serait lié aux difficultés d'acceptation de la mort prochaine et ça s'est manifesté par un refus de toute aide qui n'est pas de nature médicale pour aménager le domicile, par exemple, ou pour des aides techniques comme
une chaise roulante qui était refusée, par du déni, de la colère, puis de l'agressivité envers, les proches aidants. Et il n'y a aucun homme proche aidant qui a rapporté de telles difficultés. Par conséquent, on a observé un plus grand besoin de répit chez les femmes proches aidantes, où le recours au répit autre que la famille est exclusif aux femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui a eu recours au répit du CLSC contre 5 femmes proches aidantes sur 11. Donc, si on peut expliquer ça par l'expérience des hommes proches aidants, qui, elle, est marquée par la satisfaction et le plaisir de prendre soin et à redonner à leur conjointe. Aussi, les hommes proches aidants sont beaucoup moins susceptibles, pour cette raison-là, de souffrir d'épuisement pendant la trajectoire de la maladie. Donc, ça se traduit par un moindre besoin de recourir au répit. Par contre, les hommes proches aidants vont avoir, l'épuisement va se manifester après le décès. Là, il n'y a pas de différence là, à ce niveau-là avec les femmes. Donc, en réponse aux enjeux du maintien des soins palliatifs à domicile, les recommandations sont de tenir une rencontre d'information et d'accueil auprès des proches aidants dès l'admission, dans le fond, pour expliquer c'est quoi les soins palliatifs, le but des soins, pour clarifier aussi les rôles de chacun, identifier les ressources qui sont disponibles sur le territoire, puis donner des informations sur le déroulement de la fin de vie du décès à domicile, puis aussi sur les étapes qui suivent un décès à domicile. C'est souvent oublié là, dans les... lorsque quelqu'un veut décéder à domicile, il y a des étapes à suivre par la suite. Ensuite, ça serait de créer un groupe de soutien de type père aidant pour les proches aidants, et où là, on est en contexte de pandémie, mais promouvoir les ressources en ligne qui sont déjà existantes, parce que le partage d'expériences, ça permet à la fois d'informer sur le déroulement de la fin de vie du décès à domicile, mais ça permet aussi de normaliser puis de valider le vécu des aidants pour augmenter la confiance en eux, puis dans le fond, les valoriser aussi pour gérer les symptômes complexes à domicile, pour diminuer leur sentiment également d'isolement. Puis éventuellement, ça pourrait contribuer aussi à diminuer le sentiment de fardeau des personnes âgées en fin de vie. Ensuite, ça serait de mettre en place un système régional de référence intégré public communautaire, notamment avec les organismes d'accompagnement en fin de vie dans le deuil, et aussi avec les organismes qui viennent soutenir l'autonomie des personnes âgées. La raison est simple, c'est parce que même s'il y a une offre de service qui est existante puis qu'elle est publicisée, les proches aidants ou les personnes en fin de vie ne font pas les démarches nécessaires pour obtenir les services parce qu'ils jugent que c'est soit trop demandant, ils n'ont pas l'énergie pour ça, ou parfois c'est parce qu'ils ont de la difficulté à reconnaître leurs besoins. L'autre recommandation que j'aimerais attirer votre attention, c'est d'établir un partenariat ou une entente avec la Fondation Jeanne Mans, qui est une fondation qui offre gratuitement de l'accompagnement psychosocial et spirituel pour les fins de vie à domicile. Donc, les CIS et les CIUS peuvent contracter des ententes ou un partenariat, et à ce moment-là, il y a un accompagnateur spirituel qui est formé, qui est rémunéré, mais dont les services sont offerts gratuitement. Vous avez les ressources là, à la fin de la présentation. Les actions qui ont été réalisées, c'est la création d'un guide d'accompagnement en soins palliatifs à domicile qui est distribué à tous les nouveaux usagers depuis juin 2020. Il y a un projet de répit nuit qui était déjà en place, il démarrait déjà au moment que la recherche a débuté, et le nombre d'heures a été augmenté là, depuis janvier 2020. Puis, il y a des démarches pour intégrer un psychologue à l'équipe qui ont débuté à l'automne 2020, mais évidemment, c'est retardé par la pandémie, mais c'est très important pour mieux accompagner les fins de vie qui sont plus difficiles ou la souffrance en fin de vie à domicile. Donc, intégrer un psychologue à l'équipe. Au niveau de l'organisation des soins par la domicile, on observe une plus grande disponibilité des ressources en soins palliatifs qu'en soins à domicile, mais il existe une iniquité des ressources là,
entre les soins palliatifs à domicile et les autres milieux de soins palliatifs. Par exemple, pour les soins complémentaires comme de la massothérapie, de la zoothérapie ou de l'art-thérapie. Puis aussi, il y a une absence là, de bénévoles à domicile, puis il y a peu de recours au soutien communautaire. Donc, concernant l'accès, ce n'était pas problématique. Au contraire, tout le monde rapportait un accès efficace, rapide, en moins de 24 heures. La mise des services était déjà faite. En ce qui concerne l'offre de soins palliatifs à domicile, bien, les enjeux identifiés, c'est la présence d'un médecin à domicile, qui est une variable qui est fortement associée au décès à domicile. Ensuite, c'est la stabilité et la disponibilité du personnel soignant là, qui ne font pas partie de l'équipe dédiée. Il y a un taux de roulement. Et les références tardives en soins palliatifs à domicile qui arrivent moins de 2 semaines avant le décès, ce qui va entraver la qualité des soins et aussi la qualité de la fin de vie. Donc, les plus importantes recommandations sont de développer un système d'assignation d'un médecin à tous les nouveaux patients admis, de développer un système de repérage et de référence précoce en soins palliatifs à domicile en harmonisant les critères d'accès entre les différents milieux, les différents services et milieux de soins. Et évidemment, la recommandation forte, c'est de mettre en place une équipe de soins intensifs à domicile, les SIAD, ou de soins aigus à domicile. Pour ce qui est des actions réalisées, en 2020, l'équipe a ajouté un médecin spécialiste de plus en soins palliatifs à domicile. Elle a mis en place également le système de communication Riot qui augmente la vitesse de prise en charge médicale. L'équipe a développé aussi un système régional de référence pour les maladies terminales non cancéreuses et on a vu une hausse significative du nombre de références. Et ensuite, l'équipe a procédé à la création d'une équipe de soins intensifs à domicile en 2020. Donc, il y a d'autres recommandations ici que je n'aurai pas le temps de parler, mais elles sont là. Donc, le dernier terme, qui est la communication, les enjeux identifiés, c'est le tabou de la mort et la culture du silence. Comment que ça se manifeste, la culture du silence? C'est des problèmes de communication lors du changement du niveau de soins ou lorsqu'on amorce les soins palliatifs. On observe une omission volontaire de communiquer le changement de niveau de soins ou même le pronostic aux personnes âgées en fin de vie. Il y a l'utilisation aussi du terme soins à domicile au lieu de soins palliatifs à domicile qui permet d'éviter des discussions difficiles là, sur la fin de vie et la mort. Il y a des notes qui vont être laissées au dossier lors de la référence pour les soins palliatifs à domicile. Et dans les notes, c'est indiqué ne pas parler de soins palliatifs. Donc, c'est problématique. Il y a une absence aussi de suivi de deuil auprès des proches aidants. Un coup que le décès été fait à domicile, bien, l'aidant, lui, se retrouve seul finalement. Il n'y a pas il n'y a plus les services qui vont venir là, faire une visite post-mortem. Et il y a un bris de communication de l'autre part dans les services de santé où le décès n'est pas communiqué aux soignants, alors que les soignants, ils ont souvent accompagné la personne pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et à ce moment-là, on ne sait pas comment que la fin s'est passée. Donc, on observe aussi de grandes difficultés à discuter de la fin de vie de la mort prochaine, même au sein des couples qui sont unis depuis des décennies. En exemple, sur les 18 proches aidants endeuillés, il y en a 13 qui ont rapporté de grandes difficultés à discuter de la fin de vie et de la mort et ou n'avoir eu aucune discussion à ce sujet. Les discussions et les conversations sur la fin de vie et la mort, ça permet de mieux reconnaître cette étape de la vie, puis d'exprimer ses préférences, ses désirs, ses volontés concernant la trajectoire de la fin de vie. Donc, les recommandations sont similaires à celles du thème numéro 1, puisque le tabou de la mort, c'est un problème culturel. La solution aussi doit être socio-culturelle. Donc, en reconnaissant la fin de vie et la mort comme des composantes naturelles du cycle de vie, que la mort doit faire partie du quotidien, en valorisant la diversité des expériences du mourir et en offrant du soutien socio-communautaire aux personnes en fin de vie à leurs proches, la mise en œuvre d'une communauté compatissante envers les soins palliatifs, la fin de vie et la mort, ça pourrait être une solution à faible coût. Donc, l'approche des communautés compatissantes vise à mobiliser les gens d'une communauté pour fournir du soutien physique, émotionnel, social, psychologique ou encore pratique
aux personnes atteintes d'une maladie chronique ou terminale et leurs proches. Donc, la dernière étape, la recherche-action, ça consiste à transférer les connaissances issues de l'étude selon les besoins qui sont encore à identifier par l'équipe soignante et les proches aidants endeuillés. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de développer un outil de communication du pronostic et du niveau de soins qui soit basé justement sur la diversité des expériences du mourir, en incluant le déni et la colère. Mais là-dessus, il va falloir que les participants se prononcent parce qu'on va le décider ensemble. Donc, les soins palliatifs à domicile, ça offre une opportunité pour élargir l'espace social qui est occupé par la mort présentement dans notre société et pour favoriser les liens sociaux intergénérationnels. Donc, force est d'admettre que le domicile, ce n'est pas toujours l'endroit idéal là, selon l'état de santé, les préférences ou encore parce que les soins peuvent être très exigeants là, pour le proche aidant, puis lui imposer un lourd fardeau. Mais le domicile, en tant que symbole du pouvoir individuel et lieu familier, ça apparaît comme un lieu de soins pour se réapproprier le contrôle et l'autonomie de la trajectoire de la fin de vie et du mourir. Donc, les soins palliatifs à domicile permettent de se recentrer sur les besoins réels des mourants qui doivent dépasser l'aspect médical, hein, comme préserver ces liens d'attachement réels ou symboliques, plutôt que sur l'imposition d'un cheminement pour atteindre les critères de la bonne mort. Donc, je vais passer à la conclusion. À la lumière de ce que je viens de vous présenter, c'est possible de développer des programmes et des interventions qui permettent à toutes les personnes qui le désirent de pouvoir choisir le lieu de soins palliatifs et de décès qui convienne le mieux à leurs besoins et à leurs préférences. Et ça, ce n'est pas que limité au domicile. Donc, d'une part, on a l'implantation d'un programme de soins intensifs à domicile qui offre une véritable solution pour fournir des soins 24/7, soutenir médicalement les personnes en fin de vie et leurs proches. Et d'autre part, en combinant le programme SIAD au développement de communautés compatissantes, on permet de réintroduire l'importance des liens sociaux communautaires et collectifs dans l'expérience du mourir et de la mort, et ça permet l'affirmation des liens sociaux qui vont au-delà des liens professionnels et financiers pour finalement donner un sens à la vie et à l'existence humaine et pour une plus grande acceptation de la vieillesse, de la mort et du deuil dans une société qui l'accepte peu. Donc, je vous remercie pour votre attention et voici mes coordonnées et ici les ressources disponibles. Merci, Émilie, pour ta présentation. C'est maintenant le moment de la période de questions. Je vous rappelle de lever la main, utiliser l'espace de discussion ou de questions-réponses pour poser vos questions. Je vais attendre un peu, voir s'il y a des mains qui se lèvent. Je vois une question puis une main, mais je vais quand même donner une chance à tout le monde là, si vous avez des questions. J'ai une question pour toi, Émilie. Est-ce que, pour ce qui est des actions en cours, est-ce qu'on constate déjà un effet? Puis si oui, lequel? Oui, en fait, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées en 2020, même un petit peu avant la pandémie. Et ce qu'on a remarqué, il y a eu une hausse évidemment de demandes pour des soins palliatifs à domicile. Et il y a également eu une hausse du nombre de décès à domicile là, par rapport à ce que c'était avant la recherche. Donc, les gens sont mieux soutenus à domicile. Alors, donc, on a une question dans la question et réponse de Mme Bruno. Quand tu as parlé de CHSLD, est-ce que ça inclut Sainte-Rose de Lima, donc l'unité de soins palliatifs? Je pense que c'est ça la question. C'est une question, c'est un commentaire, là? En fait, c'est que la recherche elle a été menée dans un CLSC de la grande région de Montréal et je ne peux pas dévoiler les lieux pour préserver pour garantir finalement l'anonymat des participants. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus là-dessus. Parfait. Je vois, bon, Isabelle, Madame Bruno, est-ce que je vais vous donner le droit de parler si vous voulez amener plus de précision? Allez-y. Dans le fond, je ne pense pas que vous pouvez me voir. Je ne sais pas. On peut juste vous entendre. C'est ça, parfait. Dans le fond, non, mais je comprends le concept là. C'est juste que dans le fond, c'est pas pour moi la même chose, une unité spécialisée en soins palliatifs qu'un CHSLD général, je crois, là, dans notre expérience. Mais je comprends que tu es un peu coincé à pouvoir nous répondre. Je voulais rajouter que par rapport à l'augmentation de décès, là, moi, je suis médecin en soins palliatifs à domicile à Laval. Je voudrais qu'on soit prudent avec l'interprétation des données de 2020 parce que dans mon expérience, il y a des patients qui auraient voulu être admis
admis, qui n'ont pas pu être admis vu les restrictions administratives, etc., avec la COVID. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être post-pandémie parce que je pense qu'il y a un effet de pandémie quand même là-dedans. J'ose espérer que ça va continuer à augmenter, mais de mon expérience, on a eu des fins de vie pas évidentes là, de patients qui n'étaient pas nécessairement prêts, qu'il y a 2 ans, on aurait fait rentrer à l'hôpital, mettons, à l'unité, puis que là, on s'est retrouvés à faire des fins de vie à domicile. Je parle des proches qui n'étaient pas nécessairement prêts, là, pas de nous autres. Mais d'abord, oui, c'était une unité de soins palliatifs dans un CHSLD. Ça, je peux répondre à cette question-là. Puis évidemment, c'est pour ça que je n'ai pas parlé là, j'ai pas de chiffre de hausse de pourcentage, de ci, de ça. C'est juste comme les échos du terrain qui disent ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans mes résultats. Puis... Les chiffres personnels montrent une grosse augmentation, mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu un certain effet de pandémie quand même. Oui, c'est certain. Merci, Madame Bruno. Madame Lavallée, vous aviez aussi votre main levée. Je vous permets de parler. Est-ce que vous n'aviez pas... C'était-tu un accident, la main levée? Peut-être. C'est un accident, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. On a une question dans les commentaires. Madame Roux, bonjour et merci pour la présentation. À votre avis, que faudrait-il faire pour motiver, aider ou accompagner nos médecins généralistes, oncologues à évoquer les soins palliatifs ou la fin de vie aux patients et à leurs familles? C'est un problème complexe parce que j'ai pas pu vraiment en discuter, mais il y a une espèce de dilemme, mais c'est pas une espèce, c'est un dilemme éthique entre le droit au consentement libre et éclairé puis le respect du cheminement de la personne, qui n'est pas nécessairement rendu à accepter cette étape-là. C'est vraiment un problème culturel. Pour faciliter les discussions, ben, il faut justement avoir une meilleure représentativité de la diversité des expériences du mourir dans les arts, dans la culture. Je n'ai pas pu en parler, mais c'est quelque chose qui est exploré par la recherche-création. Nourrir les créations, les créateurs d'aujourd'hui avec les données de recherche. Il y a le laboratoire créatif sur la fin de vie qui est à l'UQAM, qui démarre, qui commence à faire ça. C'est des solutions un peu plus qui vont aller à ce niveau-là. Sinon, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir la discussion avec les personnes, les patients, de dire les choses comme qu'elles sont. Et par expérience, comme dans la recherche, c'est arrivé à plusieurs reprises que malgré le fait que les documents, c'est écrit soins palliatifs à domicile, il y a eu un contact initial pour le recrutement de la recherche où c'était spécifié que c'était une étude en soins palliatifs à domicile. Moi-même, j'ai communiqué pour le dire. Puis quand j'arrivais devant les participants, ils me disaient, je suis pas en soins palliatifs. Donc, tu sais, il y a un c'est difficile à dire si c'est la personne qui ne veut pas l'entendre, qui ne veut pas l'intégrer, ou si ça n'a vraiment pas été mentionné parce qu'on avait peur je ne sais pas moi, de causer une détresse psychologique à la personne. En fait, moi, je pense que les oncologues doivent être honnêtes, dire les choses telles quelles, puis après ça, ça prend un petit peu plus de soutien là, pour aider les personnes là, à cheminer là-dedans. On a un commentaire dans la question-réponse. Sujet très pertinent. Étude démontrant l'effet drastique du visionnement d'une vidéo de 6 minutes sur ce que sont les soins palliatifs. Plus efficace qu'une discussion seule. On nous a mis un lien, alors si ça intéresse les gens. J'ai une question ici. Madame Robertson, est-ce que la recommandation d'avoir un psychologue dans l'équipe pour l'intervention auprès des morts plus difficiles, est-ce que le psychologue joue un jeu auprès de l'équipe ou du patient? En fait, c'est vraiment d'intégrer le psychologue à l'équipe, pas juste comme le référé, là, fait que ça ferait possiblement les deux jeux, là, autant dans les rencontres multi qu'en accompagnement les personnes qui en ont besoin. Moi, c'est sûr, dans les participants, il y avait une personne qui avait bénéficié là, d'un psychologue à domicile d'un autre organisme là, bref, et cette personne-là, pour elle, ça a été super aidant pour son mari qui acceptait très difficilement là, la mort prochaine. Fait que, l'idée, c'est vraiment d'avoir un psychologue dans l'équipe qui peut orienter puis accompagner aussi, orienter l'équipe puis accompagner les patients aussi. Là.
Parfait. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Moi, j'en ai une autre peut-être pour toi. Qu'est-ce que ça a comme effet? Tu viens de répondre, comme j'ai perdu le fil, je répondais à une question. Qu'est-ce que ça a comme effet sur le personnel, un soin palliatif en institution ou à domicile en termes d'implication ou d'investissement émotif? En fait, ce que les soignants ont partagé, c'est que oui, c'est un petit peu plus engageant au niveau émotif. Tu sais, quand on suit, tu sais, quand on suit un patient à domicile, on rentre dans son univers, on connaît, tu sais, son chat, ses habitudes, ses choses. Oui, il y a un investissement émotionnel qui est un petit peu plus qu'en institution. Mais par contre, les conditions de travail sont très appréciées et je crois pas que c'était une charge émotionnelle, même si l'engagement est plus présent, c'était pas comme un fardeau là, pour les soignants. Merci. Est-ce qu'ils ont du soutien psychologique? Est-ce qu'il y a du soutien psychologique? Les soignants? Oui. En fait, c'est une des recommandations aussi que j'ai pas eu le temps de parler. Non, non, d'une place à l'autre, il y a des communautés de pratique, mais ça serait bien d'avoir des groupes de soutien de personnes qui œuvrent en soins palliatifs à domicile ou peu importe, n'importe quel milieu de soins pour ventiler un peu là, les émotions, pour être capable justement de normaliser aussi, comme je disais, normaliser son véhicule, valider, OK, je ne suis pas la seule à vivre ça, puis faire comme diminuer un peu la pression, la pression, la tension psychique, émotionnelle là, qui peut découler justement des fins de vie. J'ai cru comprendre que malheureusement, c'est ça, il y a eu plus de demandes en soins palliatifs à domicile à cause notamment de la pandémie. Mais comme je le disais, le domicile, c'est pas toujours l'endroit idéal, selon différents aspects. Fait que c'est sûr que ça peut être difficile de côtoyer des fins de vie qui sont qu'on sait que ça aurait pu être mieux. Fait que ça prend un espace pour les soignants là, pour partager, puis c'est ça, pour partager, puis se soutenir, puis être, c'est ça, trouver une juste distance là, entre le travail et la santé mentale des soignants. J'ai une main levée, Madame Munger. Je ne sais pas si ça se peut, je prononce mal votre nom. Désolée, je vous donne la droit de parole. Si vous voulez ouvrir votre micro, vous allez pouvoir parler. Nathalie. C'était un accident. C'est ça. Moi, ce que je trouve, je suis infirmière à domicile en soins PAL, puis ce qui est difficile, c'est ça, on parlait tantôt de la charge émotive, c'est quand, moi, je vais vous dire quelque chose qui est difficile, c'est quand vous mettez dans vos notes, dans votre présentation, quand les patients nous sont transférés trop à la dernière minute, moi, je trouve que c'est à ce moment-là que je développe une genre de charge émotive parce que j'ai le sentiment de faire des soins intensifs, palliatifs. En fin de compte, on n'a comme pas le temps de faire cheminer les familles, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps on met les choses en place, mais tellement rapide. Puis des fois, c'est ça, comme on disait, il y a des patients des fois qui vont rentrer, ils arrivent le vendredi, puis le vendredi suivant, bien, il est décédé. C'est ça, je trouve que c'est difficile au niveau, ça c'est au niveau de ma charge émotive. Ça, je trouve que, puis je pense que dans l'équipe, on le ressent tout ça, grande frustration. Et je vois plus, mais ça, c'est pas une étude que j'ai faite, mais je trouve que du niveau anglophone, on réfère plus tard qu'au niveau francophone. Mais ça, c'est mon commentaire à moi, là, que c'est ça que j'observe. Puis je trouve qu'on doit courir pour mettre des choses en place rapide. Puis il y aurait vraiment je pense que dans les recommandations, ça serait de recommander. On dirait que ça n'a pas été discuté aux patients. Puis quand on arrête les traitements, c'est à ce moment-là c'est des soins PAL. Mais des fois, les patients, ça fait longtemps que les médecins savent qu'ils sont en soins PAL, puis on ne les met pas au courant. Merci beaucoup. J'ai une question ici de M. Virgile Lucas, qui est patient partenaire au CIS de Laval. Il nous demande si le plan des ressources, est-ce que c'est plus demandant pour les soins palliatifs à domicile que pour les soins palliatifs en établissement spécialisé? Au plan des ressources financières. Sur le plan des ressources.
Financière ou humaine, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, Virgile, si vous voulez préciser, je peux vous donner la parole ou écrivez dans la boîte de réponse, de Ben, commentaires. je peux commencer quand même à répondre qu'une fin de vie à domicile, c'est pas, on ne sauve pas de l'argent en faisant des fins de vie à domicile versus un autre milieu de soins. Il y a plusieurs études, il y a différentes façons de comptabiliser le coût d'une fin de vie à domicile ou en milieu hospitalier. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est possible, par exemple, avec un programme de soins intensifs à domicile, c'est possible de réduire le nombre et la durée des hospitalisations. Fait qu'éventuellement, oui, ça peut, à ce niveau-là, ça peut, mais c'est pas. Les soins palliatifs à domicile, c'est pas une façon d'économiser de l'argent pour avoir, c'est ça, pour avoir une meilleure fin de vie. C'est assez comparable en termes de ressources. Je vois d'autres réponses. Il y a beaucoup de commentaires là, dans la boîte de Oui, j'adore le commentaire. Comme quoi que les références tardives nourrissent le mythe qu'on meurt vite et qu'on reçoit. C'est exactement ça. Puis peut-être quelque chose, j'ai pas assez, mais j'avais pas le temps de le mentionner, mais il n'y a pas beaucoup d'études en soins palliatifs qui se sont intéressées aux représentations socioculturelles. Pourtant, c'est super important parce que c'est ce qui teinte, comme je le disais, l'expérience. C'est ce qui fait en sorte que justement en tout cas, les gens vont avoir cette idée-là. Puis en fait, c'est juste d'aller un petit peu plus éduquer, là, puis de faire peut-être la différence aussi entre soins palliatifs et soins de fin de vie. Tu sais, soins palliatifs, c'est ça, les gens, ils pensent que soins palliatifs, tu meurs dans 2 heures. Là, j'exagère un peu, là, mais c'est très associé aux derniers instants de vie. Je ne sais pas trop. Là, je pense qu'on est à bout des réponses, des questions. J'en ai une dernière peut-être pour toi. Quand tu parlais des expériences divergentes selon le genre, est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait expliquer cette différence-là? Tu as un peu parlé de la dépression puis du déni, mais est-ce qu'on, socialement, culturellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait expliquer ça? Oui, mais la première chose à dire, c'est que, tu sais, mon échantillon était quand même assez restreint, là, donc c'est pas nécessairement vrai que parce qu'un homme en fin de vie souffre plus nécessairement que les femmes. Moi, c'est ce que j'ai observé là. Et l'autre chose que j'ai pu observer, c'est que les femmes en fin de vie avaient, puis qui avaient, disons, plus de douleur ou de souffrance, il y avait plus tendance à aller s'appuyer sur la famille élargie pour avoir du soutien émotionnel. Tandis que les hommes en fin de vie, c'est comme une fin de non-recevoir. Et ça, c'est les mots d'une proche aidante par rapport aux discussions là, avec son époux. Fait que, je pense peut-être que les femmes reconnaissent peut-être un peu mieux ces besoins-là, puis vont aller chercher le soutien, tandis que les hommes, peut-être qu'ils gardent plus ça à l'intérieur, puis que c'est plus difficile. On a une question. Madame Rowe, pensez-vous qu'il faudrait modifier le terme soins palliatifs en soins d'accompagnement ou autres? C'est vrai que c'est un débat qui a lieu. Il y en a, moi aussi, au départ, je me disais, soins de confort, ça l'enlève, ça, mais en y repensant bien, des soins de confort, c'est pas des soins palliatifs, c'est pas la même chose. En réalité, j'ai l'impression que peu importe le terme qu'on choisit, qu'on va le changer, la représentation va coller pareil, va y coller pareil. Je pense que c'est vraiment un travail d'éducation qu'il y a à faire. Puis ça passe, malheureusement, ça passe par notre culture. On ne peut pas dire je vous recommande ça et là, la culture va le faire. Il faut que ça vienne de la base, il faut que ça vienne des gens. La pandémie, ça l'a quand même ouvert. Ça nous a mis en pleine face, finalement, les conversations qu'on met sous le tapis depuis trop longtemps. J'espère qu'on va pouvoir avoir une discussion à ce niveau-là, sur les termes, puis comment faire pour mieux faire connaître les soins palliatifs, puis qu'est-ce qu'ils sont réellement. On a des beaux commentaires. On a quand même des commentaires intéressants dans le Q&A. Madame Vaillant qui dit un groupe de peer support pour soignants en soins palliatifs serait souhaitable. On le faisait un peu via discussion de corridor, mais avec le télétravail, c'est plus difficile. Madame Gauthier qui nous dit « J'apprécie vraiment que vous ayez recommandé qu'un
accompagnement post-décès ou post-mortem soit offert aux proches aidants. Et Mme Vanier, qui, probablement que tu le sais, Émilie, mais qui nous informe que la professeure d'anthropologie Sylvie Fortin de l'Université de Montréal fait actuellement un projet de recherche sur les variations culturelles et la perception des soins palliatifs qui s'appelle « Études mourir dans la diversité et résultats à venir ». Voilà. Oui, c'est elle qui évalue ma thèse, justement. C'est la présidente de... Je me disais pas que tu le savais déjà. Non, c'est super intéressant. On a une question qui vient de se rajouter. Ça va être dans les dernières. Là, on s'approche de la fin. Madame Fontaine, quelle est la perception des proches concernant un décès à domicile? Les perceptions de? Des proches concernant un décès à domicile. Par rapport à comment c'est vécu, c'est sûr que sur... La plupart du temps, ça va être quand même des belles histoires qui correspondent à la bonne mort, en fait, mais pas tout le temps. Il y en a qui ont trouvé ça difficile de faire venir justement le transport funéraire. Ils n'étaient pas préparés. On met la dépouille dans un sac funéraire. Il y en a qui ont trouvé ça difficile, qui auraient aimé le savoir. Puis c'est surtout parce qu'après ça, il n'y a comme plus rien. Il y a une coupure comme avec l'équipe qui j'ai en tête un proche aidant là, qui disait qu'il aurait vraiment eu besoin de ne serait-ce qu'une visite pour venir voir comment ça va, puis boucler la boucle, puis après ça, ben, le diriger justement. Mais c'est pas vrai que c'est tout le temps parce que c'est à domicile que c'est une belle fin de vie puis que ça s'est bien passé. On le voit plus par rapport à l'aide médicale à mourir, ça. Quand c'est l'aide médicale à mourir à domicile, là, c'est comme je m'en ai fait parler de tout bord, tout côté. C'est ça. C'est vraiment l'aide médicale à mourir. C'est quasiment comme la bonne mort là, aujourd'hui. Mais bon, pour ce qui est des fins de vie à domicile, non, effectivement, c'est pas toujours paisible. Merci. J'ai 2 mains. Ça va être les dernières questions. Docteur Desfossés, je vous donne le droit de parole. Bon, à vrai dire, c'était pas une question, c'était plus un commentaire. Je suis médecin, puis je travaille des 2 côtés, au fond. Alors, je fais un petit peu de soins palliatifs à domicile, mais je fais surtout je travaille dans l'unité de soins, puis à la clinique externe de soins palliatifs. Donc, du côté, je voulais juste dire le côté un peu plus positif, c'est que je pense que tranquillement, les oncologues parlent davantage de la fin de vie, puis intègrent quand même l'approche palliative, puis le souci du confort du patient, même quand il y a encore des soins actifs donnés aux patients, comme de la chimio, de la radio palliative. Alors, c'est quand même encourageant. Je pense qu'il y a encore place à amélioration, mais de plus en plus, on est sollicité dans des suivis conjoints, donc puis on passe le message de nous impliquer précocement quand il y a des situations, des douleurs très difficiles à contrôler, par exemple. Alors, tranquillement. Oui, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Merci. Une dernière personne, M. Beaugrand, je vous donne le droit de parole. Si vous voulez ouvrir votre micro, vous allez pouvoir parler. Allô? Oui. Bon, OK, juste faire part que moi, j'ai vécu justement le décès de mon père à domicile. Et puis, c'est ça. On est 4 garçons, fait qu'on s'est relayés à toutes les nuits pour donner un peu de lousse à ma mère. Et puis, je vous dirais que la dernière nuit, c'est moi qui l'ai passé avec mon père. Et puis, le matin, ma mère était un petit peu fatiguée là, parce que ça faisait peut-être 3 semaines, 1 mois. Là. Et puis, le médecin a autorisé l'infirmière à faire la dernière injection là, pour libérer. Là. Et puis, c'est ça. Sauf que entre la mort de mon père et le temps qu'ils sont venus le chercher, ma mère était, je vous dirais, stressée parce qu'elle trouvait que c'était long. Et puis, ça l'a traumatisé un petit peu. Là. Mais, c'est parce que ma mère avait bien peur de la mort.
C'est pour ça, quand mon père est décédé, le temps qu'ils viennent le chercher, ça l'a affecté beaucoup. Donc, votre point, c'est que l'accompagnement, ça serait une bonne idée après. Oui, c'est ça. Puis, quelqu'un par expérience, quelqu'un qui veut décéder à la maison, une personne, mettons, le conjoint ou la conjointe, je vous dirais, c'est beaucoup de travail. Ça prend de l'aide au niveau de la famille, là, des membres de la famille là, pour passer les nuits. Nous autres, c'est ça qu'on a fait. On était 4 garçons, on fait 4 brus. On se relayait toutes les nuits pour donner un coup de main à ma mère, là, parce que c'est sûr que pour une personne seule, s'occuper d'une personne en fin de vie, c'est beaucoup. Puis en plus, mon père était capable encore d'aller aux toilettes. Là, fait qu'il n'y avait pas de couche, il n'y avait pas rien. Là, il avait toute sa tête. Fait que c'était une belle condition de fin de vie jusqu'à la mort. Sauf que je me dis, si une personne est rendue aux couches, là, puis tout ça, qu'une personne seule s'occuper d'une personne en fin de vie, là, je trouverais ça assez dur. Merci, M. Beaugrand, pour votre témoignage. On va passer à la fin. Dans le fond, merci à tout le monde pour vos questions et vos commentaires. C'était super intéressant.